Bonjour à vous mes chers élèves et bienvenue dans ce cours. Alors, la dernière fois, et oui d'ailleurs, je suis désolé si vous n'avez pas eu de cours cette semaine, enfin la semaine dernière, enfin on est quel jour, je sais plus. Bref, vous n'ayez pas eu de cours depuis longtemps, je vais me rattraper, vous inquiétez pas, hein. Donc, bon, on n'est pas en retard dans le programme, on va le finir, il n'y a pas de souci. Bref, donc la dernière fois, nous avions parlé dans la joie et la bonne humeur de la tragédie juive, qui s'était traduite par la rafle du Veldiv, justement. Donc on avait vu à l'aide de documents, on en avait parlé d'ailleurs aussi avec le film. Bref, donc voilà tout ce qui tourne autour du juif. Après, vous pouvez très bien en parler aussi pour votre CCF. Parce que oui, les CCF sont maintenus. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, j'ai eu il y a Monsieur Macron là, qui a parlé lors de son discours. On est confiné jusqu'au 11 mai. Donc, les CCF, enfin mes CCF du moins, seront maintenus. Donc, il est important de faire vos CCF. Après, il n'est pas trop tard, rassurez-vous. Et vous pouvez donc faire sur voilà, le cours que je suis en train de vous faire, sur les juifs, etc. Et si bien sûr question il y a, je suis parfaitement joignable voilà, sur Messenger voilà, ou Instagram. Bref. Donc voilà, la dernière fois on a vu la terrible condition des juifs. Et maintenant on va en fait voir vraiment comment se tient la France à cette époque. Et pour cela, donc, on va attaquer la séance 2, la France de la résistance. Avec l'étape 1, l'opposition au régime de Vichy. Thème 1, naissance d'une opposition. Alors justement, en fait, on va voir la base du régime de Vichy. Qu'est-ce que c'est le régime de Vichy et pourquoi du coup les gens sont là, pas contents, pas contents. Bref. Donc, pour ce faire, justement, vous avez deux documents. Donc, vous avez l'affiche. Vous avez marqué économiser le pain, coupez-le en tranches minces et utilisez toutes les croûtes pour les soupes. Et de l'autre, vous avez un texte. Alors, ce texte est un témoignage de Jeanne Guillain sur la situation à Lyon. Donc à cette époque, hein, en 1940. Alors, oui, je suis désolé si le texte n'est pas très très lisible, même pour moi là, mais j'ai trouvé que ça. Bon, c'était un peu long pour recopier, donc bon. Bref, allez, c'est parti pour une petite lecture. C'est bien après que nous sommes aperçus que nos parents se sont privés beaucoup, sans le montrer, sans le dire. Ce qui me vient aussi, c'est quand mon père, qui est allé voir une usine, je pense à cette loi de Lyon, est revenu avec avec un énorme cabas de rutabaga. Curieusement, rutabaga, topinambour, on dit ah, c'était les légumes de l'époque, c'était infect, etc. Mais pas du tout. On en était extrêmement heureux. C'est un légume qu'on ne connaissait pas avant la guerre. On a commencé par les manger crus, puis cuits. Après ce qui est resté, ma mère avait fait ce qu'on appelait la choucroute de rutabaga. C'est-à-dire qu'elle avait trouvé le moyen de le conserver comme cela, comme on conserve le chou, et ça nous a duré longtemps. C'était un peu exceptionnel d'avoir tout à coup une part de choucroute au déjeuner. J'avais 10 ou 12 ans quand j'allais chercher le lait. Nous avions des cartes, 2 francs, oui, 2 francs, 3 francs, suivant les âges et la laitière. Oui, la laitière, gentiment rajoutait un petit peu de lait sur ce à quoi nous avions droit, parce que tout le monde ne prenait pas son lait. Chez les commerçants, il y avait un grand panneau, une ardoise chez l'épicier par exemple. Et on savait que, de tel numéro à tel numéro, des cartes d'alimentation, on aurait droit à 1 kilo ou une livre de pommes de terre, et quelques légumes quand il en restait. Il n'y avait pas toujours ce qui concernait avec les numéros. Ou bien d'autres étaient passés avant avec des propositions alléchantes pour l'épicier. Mais quand c'était son tour, on n'avait pas forcément ce qui convenait. On surveillait avec beaucoup d'intérêt le moment où on approchait le numéro qui correspondait aux cartes. Et je vois encore ma mère découper ses petits tickets d'alimentation pour être sûre de ne pas avoir le faire chez l'épicier et de le perdre.
Elle avait fait ça très soigneusement dans son porte-monnaie. C'était la même chose pour le pain, qui, très très vite, est devenu infect. Un pain qui piquait la gorge. On ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Un petit peu de noix, des grains de je ne sais quoi. Mais on avait des tickets. C'était la même chose. Une image me vient à l'esprit. Quand nous allions nous promener au parc de la Tête d'Or, à Lyon, que je vous conseille d'aller voir, il est très beau. Quand les Allemands étaient là, les pelouses avaient été transformées en champs de pommes de terre. Nous regardions cela avec envie, mais aussi philosophie en nous disant « Oh, ces Allemands tout de même !» Car les pommes de terre étaient pour eux. Je me souviens que ma mère disant « Mais après tout, nous avons des cousins éloignés à la campagne, tu sais, on va prendre le car, nous allons les trouver, et puis on ramènera de quoi manger. » C'était pendant les vacances, bien sûr. Nous sommes partis toutes les deux, et nous avons rencontré cette cousine un peu surprise de nous voir. Ma mère lui a demandé de nous donner quelque chose. Oh, mais écoute, je suis désolé, a-t-elle dit. Les Allemands sont passés avant toi et ils nous ont tout pris. En fait, nous avons su plus tard qu'ils fournissaient au marché noir. Elle ne nous a même pas donné 3 œufs. Nous sommes partis vraiment sans rien, tellement déconfites. Il y avait de l'aubépine le long du chemin pour retrouver le car. Nous en avons cueilli des brassées en nous disant « Au moins, on rapportera quelque chose ». Nous sommes revenus les bras chargés, c'était superbe. Donc témoignage de Jeanne Guillain. Donc voilà pour ce témoignage. Alors, première question. Par quels moyens les Français achètent-ils leur nourriture? C'est dans le texte. Alors, vous pouvez écrire en petit. Une pénurie alimentaire frappe la France en 1940. Point. C'est pourquoi le gouvernement met en place un système de tickets de rationnement. Point. Les gens ont alors droit à une certaine quantité de nourriture, entre parenthèses, 100 grammes de pain par jour. Fermez la parenthèse, point. Alors, c'est ça en fait qui va se passer justement durant le régime de Vichy, c'est qu'une grande famine va frapper la France. Une grande pénurie alimentaire, justement on verra pourquoi dans la prochaine question, mais comme on peut le voir dans le texte, voilà, les gens crèvent un peu la dalle. Et d'ailleurs aussi, l'image renforce ce côté. Alors déjà, d'une part, on peut voir les tickets de rationnement dont nous parle Jeanne. Oui, Jeanne. Jeanne Guillain, justement, dans le texte, quand elle dit « Nous avions des cartes, 2 francs, 3 francs, enfin, je sais pas. » Et cela correspond en fait à un chiffre. Par exemple, là, vous voyez sur l'affiche, vous avez marqué 250, ce qui correspondait à, par exemple, 250 grammes. Après, vous avez 100 grammes, vous voyez. Et chaque personne, voilà, avait ses petits tickets. Et il fallait bien sûr se rationner. Alors, que veut dire l'affiche? Économiser le pain, couper-le en tranches minces et utiliser toutes les croûtes pour les soupes. Ça veut dire que, en gros, là, ils disent profitez-en. Faites tout ce que vous pouvez avec le pain, mais gardez-le le plus longtemps possible, parce que c'est pas dit que vous en ayez encore, voilà, la fois d'après. Parce que là, comme je vous l'ai dit, 100 grammes de pain par jour. Alors, à défaut d'avoir du pain, en fait, j'ai trouvé des pommes de terre. Et pour vous montrer à quoi ça correspond 100 grammes, bon, bien sûr, vous pouvez le regarder chez vous. Mais voilà quoi ça correspond, 100 grammes. Donc à 3 petites pommes de terre. Donc vous vous rendez compte, ça, en pain, par jour. Autant vous dire que, voilà, c'est pas beaucoup, quoi. Enfin, voilà. Et quand vous aviez des familles, voilà, enfin, c'était assez terrible, quoi. Alors, voilà, donc vous voyez, c'est vraiment la famine à l'époque. Et du coup, maintenant nous allons passer à la deuxième question. Pourquoi les Français manquent-ils de nourriture, justement? Donc je vous laisse y réfléchir, c'est marqué dans le texte. Pourquoi est-ce que en France on manque de nourriture? Pourquoi est-ce qu'il y a cette famine? Alors, vous pouvez écrire.
en petit. Après la défaite, virgule, la France a dû verser un lourd tribut, j'explique après, TRIBU, à l'Allemagne, en plus de lui donner une bonne partie des récoltes, comme nous l'explique Jeanne Guillain à propos des patates. Point. Cela alimente la colère du peuple qui s'organise pour résoudre le problème puisque le gouvernement ne fait rien. Alors, en effet, justement, comme nous le dit Jeanne, les patates commencent à manquer parce que les Allemands ont tout réquisitionné. Et bien sûr, ils n'ont rien laissé aux Français. Alors, oui, tribut. En fait, un tribut, c'est une somme. C'est un peu comme des impôts, si vous voulez, un tribut. Oui, il y a la tribu, c'est un groupement d'hommes, mais le tribut, un tribut, c'est une somme ou quelque chose que vous devez à quelqu'un, un tribut. Bref. Mais justement, on en parlera après de ce que doit la France à l'Allemagne. Mais du coup, c'est pour ça qu'aussi, voilà, il y a ce problème de pénurie. C'est parce que tous les Allemands vont tout récupérer pour eux. Et du coup, en France, on va en manquer. Et cette situation, bien sûr, les Français, ils vont pas rester indifférents. Ils vont pas être là, ok, vous nous volez notre nourriture, ok, ça va, on va un peu se serrer la ceinture et puis ça passera. Non, ils sont en mode pas content. Et ils vont le montrer justement, et en fait, c'est ce qui va pousser les gens à entrer dans la résistance. Résistance, on va le voir après. Alors, thème 2, les prémices de la résistance, justement. Donc, conséquence de l'armistice de Pétain. Donc, comme je vous l'ai dit, en juin 1940, Pétain déclare l'armistice. C'est-à-dire, il se dit, on a perdu les gars, allez, on signe un traité de paix avec Hitler, et voilà, collaboration avec Hitler. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par contre, l'Allemagne va nous faire payer cher, très cher. C'est-à-dire, les prisonniers de guerre, donc ça représente à peu près 1,5 million d'hommes, comme je vous l'ai mis, ils doivent rester prisonniers en Allemagne, ou du moins sous la surveillance des Allemands. Donc déjà, on a 1,5 million de la population qui est emprisonnée. Voilà. Donc séparation de la France en deux, ça on l'avait vu justement avec la partie nord et la partie sud, donc la France occupée, la France libre. Et on a vu aussi qu'en 1942, toute la France est occupée. Fermeture des ports de la côte atlantique, c'est-à-dire tous les gros ports, Bordeaux, Nantes, tout ça fermé. Pour éviter, bien sûr, que les Américains débarquent, et aussi le commerce avec les Américains, on coupe tout, comme ça au moins, voilà, la France, pardon, ne peut pas être, on peut pas donner de la nourriture aux Français par ce biais-là. Et donc du coup, la France doit verser 400 millions de francs par jour. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 400 millions de francs, ça fait beaucoup. Attendez, Alors, je viens de faire le calcul justement, et apparemment, ça serait 14 milliards, il me sort. Alors 14 milliards, ça me fait quand même beaucoup. D'euros, 14 milliards d'euros. Mais bon, bref, 400 millions de francs donc par jour. Donc vous vous rendez compte que la France, à ce rythme-là, ça descend très vite. À tel point qu'au bout d'un moment, ça va être dur de payer quand même. Du coup, cela va mener à un discours très célèbre, le discours de Gaulle du 18 juin 1940. Alors c'est ce que vous avez à droite, donc je vais vous le lire. À tous les Français,
La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Des gouvernants de rencontre ont pu capituler, cédant à la panique, oubliant l'honneur, livrant le pays à la servitude. Cependant, rien n'est perdu. Rien n'est perdu, parce que cette guerre est une guerre mondiale. Dans l'univers libre, des forces immenses n'ont pas encore donné. Un jour, ces forces écraseront l'ennemi. Il faut que la France, ce jour-là, soit présente à la victoire. Alors, elle retrouvera sa liberté et sa grandeur. Tel est mon but, mon seul but. Voilà pourquoi je convie tous les Français, où qu'ils se trouvent, à s'unir à moi dans l'action, dans le sacrifice et dans l'espérance. Notre patrie est en péril de mort. Luttons pour la sauver. Vive la France! Général de Gaulle, quartier général, 4 Carlton Gardens, Londres. Donc, identifiez le danse. Date, auteur, nature, sujet. Alors, vous pouvez écrire: le document est une affiche illustrant le discours du général de Gaulle lancé depuis la BBC. J'explique après. La BBC le 18 juin 1940. Point. Les gouvernements français, virgule, dont De Gaulle, virgule, et étrangers, donc les gouvernements français et étrangers, sont réfugiés à Londres, Londres avec un S, un majuscule et un S, virgule, en sécurité, point final. Alors voilà, le général de Gaulle, il diffuse ce message sur la BBC. La BBC, c'est une grande chaîne de radio anglaise. Et donc elle parvient à émettre en France. Et cette BBC, donc, voilà, le général de Gaulle l'utilise pour faire passer son message depuis Londres. C'est-à-dire de Gaulle, avec les autres gouvernements étrangers, sont à Londres, sont en Angleterre. Parce que justement, l'Angleterre n'est pas encore occupée et même résiste bien à l'envahisseur, si je puis dire. Et c'est pour ça que Londres reste quand même, voilà, assez sécurisé, tout de même. Alors, à qui s'adresse cette affiche? Bon, voilà, je pense que c'est pas compliqué. Donc vous pouvez écrire: le discours s'adresse, entre guillemets, à tous les Français. Fermez les guillemets. Qu'ils soient SOIENT, verbe être, qu'ils soient militaires ou civils, virgule, tout le monde peut participer à l'effort de la résistance. Point. Final. Donc qu'ils soient militaires ou civils. Voilà, là justement, en plus c'est marqué en gros, gras, à tous les Français. Donc là, on englobe, que ce soit, voilà, comme je le dis, les militaires, les soldats ou les civils, c'est-à-dire la population. Que vous soyez hommes, femmes, enfants, vous êtes tous concernés. Et c'est ça, en fait, qu'il veut faire vraiment mettre en avant. Il s'adresse à tous les Français, quel qu'il soit, la nationalité, enfin, l'origine, l'âge, qu'importe, à tous les Français. Que souhaite De Gaulle vis-à-vis de la France? Donc, que souhaite De Gaulle vis-à-vis de la France, justement? Qu'est-ce qu'il veut faire de la France? Qu'est-ce qu'il veut faire comme démarche, etc. Donc, vous pouvez écrire: il ne veut pas baisser les bras et laisser son pays aux mains des Allemands. Point. Pendant qu'il réunit les forces alliées, dont les FFL, c'est en dessous, virgule, il souhaite que la France s'organise et prépare le terrain pour que l'attaque des alliés se passe au mieux. Point.
finale. Alors, voilà, ce que va faire De Gaulle, il veut pas laisser tomber. D'ailleurs, il le dit, hein, il dit vraiment, même si le gouvernement nous a lâchement, et en plus, par contre, il a niveau, enfin, comment dire, euh, il baffe complètement Pétain. C'est-à-dire là, il dit, ouais, voilà, c'est un soumis, c'est une pauvre merde, voilà, dégage. Et il veut vraiment dire, voilà, les Français, vous n'êtes pas perdus. On n'est pas loin de se faire déglinguer, mais il reste encore de l'espoir. Et en fait, là, il veut vraiment secouer les Français, leur dire, tout n'est pas perdu, mais il faut se battre maintenant. C'est maintenant qu'on vous attend. Et comme il le dit, justement, il réunit les forces. C'est-à-dire que il dit, voilà, alors d'aujourd'hui, on va pas attaquer l'Allemagne tout de suite. En 1940, c'est vraiment pas au goût du jour. Mais il se dit, il faut préparer le terrain. Pour ça, déjà, lui, en amont, il prépare une résistance extérieure, avec notamment les FFL. Que sont les FFL? Les Forces Françaises Libres. Une armée constituée de soldats venus des colonies basées en Afrique ou au Proche-Orient, notamment par exemple l'Algérie. On va faire appel aux Algériens ou alors aux Sénégalais pour justement nous aider, pour renforcer cette armée. Mais pour l'instant, personne n'attaque. Hein. On renforce, on rameute, tout ça, enfin, on amène pour vraiment constituer une armée prête au combat. Et également, justement, il dit aux Français, alors, bon, c'est bien beau qu'on ait une armée, mais le problème, c'est que Hitler, il va nous attendre pied ferme. Et lui, en plus, il aura le temps de se développer. C'est pourquoi, justement, il va demander la création d'une résistance. Et oui. Et ça, nous allons le voir maintenant. Oui, juste, j'ai oublié de vous le dire, la date, le 18 juin 1940, elle est à connaître par cœur. Vraiment, c'est THE date à connaître. THE date. Les définitions aussi, au passage. Alors, étape 2, la construction de la résistance. Donc là, on va voir vraiment ce qu'est la résistance. En quoi ça consiste? Thème 1, biographie du plus célèbre résistant. Alors, petit point aussi pour vos CCF, ou même pour les CAP, celles qui ont leur CAP, ce qui serait intéressant que vous fassiez aussi, c'est un petit exposé ou quelque chose comme ça. Alors, bon, pour les anciennes secondes, pour votre CCF, ce serait super de faire un exposé par exemple sur un autre résistant. Là, je vous parle de Jean Moulin, mais il y en a eu plein, et je peux pas tous vous exposer, j'en aurais pour 520 000 ans. Donc là, autant vous en parler d'un seul, mais vraiment, voilà. Mais des résistants, il y en a eu beaucoup. Donc c'est vrai que ce serait intéressant que voilà, vous en parliez soit dans vos CCF, ou voilà pour les CAP, je vais y arriver, vous fassiez un exposé dessus. Pour le CAP, ça pourrait même compter pour une note bonus. Et oui, je manipule. Note bonus ou point bonus, enfin voilà, après je verrai comment je m'organise, mais ça pourrait être bénéfique. Donc ma foi, faites ce que vous voulez, mais bon. Par contre, prévenez-moi. Finalement, si vous faites un truc, n'arrivez pas en cours. Oui, donc je vais vous exposer. Non, prévenez-moi. On prend rendez-vous, tout ça. Voilà. Bref, c'était la minute surprise. Donc, thème 1, biographie du plus célèbre résistant, Jean Moulin. Alors, avec ce premier document donc, que vous avez à droite, qui est une sorte de chronologie justement de ce qu'il a fait. Septembre 1941, arrivé à Londres. Donc là, on parle de Jean Moulin. Hein. Janvier 1942, parachuté en France, il organise les moyens techniques des réseaux. Alors, à l'aide de la chronologie, expliquez pourquoi Jean Moulin... Ah oui, non. Attendez, pardon. Oui, non, j'avais pas fini de lire. Donc, janvier 1942, comme je vous le disais, parachuté en France,
Il organise les moyens techniques des réseaux, radio, presse, liaison avec l'extérieur. Octobre 1942, réunion des effectifs militaires des mouvements de zone sud. Janvier 1943, structuration progressive des mouvements de résistance. Février 1943, deuxième séjour à Londres. Alors attention, quand on parle de séjour, c'est pas Club Med, tout ça, non, c'est... Deuxième séjour, c'est voilà, je viens, je repars. Mai 1943, il préside la réunion à Paris, donc il préside, ça veut dire que voilà, c'est lui qui dirige. Il dirige la réunion à Paris du premier bureau du Conseil national de la résistance, CNR. Assez important à retenir. En juin 1943, arrêté avec d'autres chefs de la résistance. Et enfin, en juillet 1943, décès des suites de torture. Alors Jean Moulin, il est vraiment très important. Voilà, c'est l'un des résistants les plus connus. Il a même eu, il a même une université à son nom, université, voilà, de Jean Moulin justement. Donc université Jean Moulin, Lyon 3 à Lyon justement, où j'ai été étudiant. Et voilà, donc vous voyez vraiment, il a vraiment une importance, ce gars-là. Alors, à l'aide de la chronologie, expliquez pourquoi Jean Moulin utilise des faux papiers. Donc, vous pouvez écrire Jean Moulin a besoin de faux papiers car il doit régulièrement circuler à travers la France ainsi qu'à l'étranger, virgule, en Angleterre. Point. Toutefois, pour éviter tout soupçon, S-O-U-P-C-C-D-I-O-N, il doit falsifier, F-A-L-S-I-F-I-E-R, son identité. Point final. Falsifier, c'est-à-dire tromper. Ou transformer. Alors effectivement, voilà, pour rester incognito, c'est voilà, Jean Moulin, c'est Batman, c'est un espion, donc il doit être discret. Et ouais, James Bond, oui, je me suis trompé de détective. Oui, c'est James Bond, c'est un espion, c'est-à-dire il doit être à couvert. Et il va pas se trimballer à la frontière allemande. Oui, bonjour, je suis Jean Moulin, résistant. Je lutte pour vous détruire, bonjour. Non, bien sûr, il doit avoir des faux papiers expliquant voilà qu'il est un tel, voilà, pour pouvoir faire ce qu'il a à faire et passer de la France en Angleterre. Alors, thème 2, les actions de la résistance. Donc là, les actions de la résistance, on va le voir justement avec le document que vous avez sous les yeux, donc à droite. La jeunesse de France répond « Merde ». Ouais, déjà vulgaire. Pire que vous. Jeunes Français des classes 1940, 41, 42. La patrie compte sur vous. Vous êtes les soldats désignés de la libération. C'est pourquoi Laval veut vous faire déporter en Allemagne. Alors, juste à côté, je vous ai mis la définition de qui est Pierre Laval. Donc en fait, Pierre Laval, durant la Seconde Guerre mondiale, comme je vous l'ai mis, il est avec le maréchal Pétain. Il est quand même assez important, puisque en 1942, il devient justement le chef du gouvernement, donc succède à Pétain, jusqu'en 1944. Et lui, il est pour une collaboration très très soudée avec l'Allemagne. Donc en gros, c'est voilà, il rejoint un peu le clan des pourritures avec Pétain. J'en ai tout quoi. C'est pourquoi Laval veut vous faire déporter en Allemagne. Mais Laval ne peut rien contre l'unanimité du peuple qui vous soutient.
La classe ouvrière vous a montré l'exemple. Sabotez, retardez. Nous en sommes au dernier quart d'heure. Ne vous présentez pas aux mairies pour le recensement. Ne vous présentez pas à la visite médicale. N'obéissez pas aux ordres de départ. Ainsi, d'abord, vous gagnerez des mois. Puis le jour venu, s'il le faut, vous vous cacherez. La France est grande. La campagne est encore riche. Organisez-vous dès maintenant, groupez-vous, recherchez des cachettes, adressez-vous au mouvement de résistance. Jeunes de France, si vous le voulez, tous, l'Allemagne ne nous aura pas. Libération. Alors, à quel public en particulier s'adresse ce tract? Quel est le but? Donc, vous pouvez écrire: la résistance organise des tracts pour les jeunes, point. Ils veulent leur faire prendre conscience de lutter contre le régime de Vichy et de ne pas rejoindre le STO. J'explique après. Point. C'est un discours de propagande pour inciter les jeunes à rejoindre les maquis. M-A-Q-U-I-S. Point final. Alors, STO donc signifie service du travail obligatoire. En fait, c'est instauré en 1943, comme je vous l'ai mis, et il oblige justement les jeunes Français à aller travailler en Allemagne. Tout ça, bien sûr, pour faire enrichir l'Allemagne, à l'aide de nouveaux travailleurs. Et ceci, justement, la résistance fait tout pour justement les embrigader, pour leur dire, n'allez pas chez les Boches, comme ils les appelaient, chez les Allemands. Rejoignez la résistance. Alors ensuite, pour ce qui concerne les maquis, donc vous avez la définition: groupe de résistants armés cachés dans une zone difficile d'accès et qui mènent des opérations de guérilla. Alors, un groupe, c'est un groupe de résistants, en fait c'est des petits groupes de résistants et qui sont vraiment cachés, mais vraiment très bien cachés, justement à l'abri. Maquis, alors, non, je pensais qu'il y avait une étymologie, mais non. Bref, donc en fait, oui, le maquis, c'est vraiment une forme de lutte d'un groupe extrémiste contre un envahisseur. Et c'est pour ça que je vous parle aussi de guérilla. Guérilla est un petit peu le synonyme de maquis. Alors, où j'en étais moi avec tout ça? Non, tac. Oui, ça on l'a fait. Oui, quelles sont les actions menées par la résistance? Alors, je vous laisse réfléchir, c'est pas très compliqué, tout marqué. Alors, vous pouvez écrire en petit: les résistants font tout pour ralentir et gêner le gouvernement français et allemand. Point. Après, oui, s'ils gênent le gouvernement français, ils gênent forcément le gouvernement allemand. Voilà, vers l'autre. Point. Pour ce faire, ils doivent devenir invisibles aux yeux du gouvernement en évitant le recensement. Parce que le recensement, d'une part, ils apparaissent pas sur les listes, les habitants, et d'autre part, au moins, s'ils apparaissent pas dans la liste, il y a moins de chances que les gens viennent pour le STO. Bon point. De manière générale, les résistants les incitent à la désobéissance vis-à-vis du gouvernement. Point.
Enfin, le plus important, virgule, on pousse ces jeunes à des actions terroristes sous la forme de sabotage pour insuffler la peur, insuffler, I-N-S-U-2-F-L-E-R, pour insuffler la peur dans le camp nazi. Point final. Alors, voilà, donc en fait les actions, vous les avez justement en gras dans dans le document. Donc ne vous présentez pas aux mairies, ne vous présentez pas à la visite médicale, n'obéissez pas aux ordres. Donc tout ça, c'est de la désobéissance. On va aller voilà à l'inverse de ce que nous dit le gouvernement. Et après, vous avez aussi, en premier lieu, dans le texte, saboter, retarder. Et les sabotages, ça passait par voilà des destructions, des explosions, des choses comme ça. C'est assez tendu. Alors, oui, je sais que j'utilise le mot terroriste. Alors, attention. Le mot terroriste ne fait pas référence qu'à Daesh. Le mot terroriste est un terme assez vague. Le terrorisme, c'est une action militaire, une action extrémiste, visant un gouvernement, visant un peuple et voulant instaurer la peur. Donc Daesh, effectivement, malheureusement fait cela. Mais là, la résistance fait exactement la même chose. C'est-à-dire que ce sont un groupuscule voilà, militaire, la résistance, donc cachée, etc. Et ils vont attaquer donc différentes choses, enfin des explosions, des sabotages, voilà, ils vont retarder des choses. Enfin bref, des trains, etc., des transports de marchandises. On va exploser des ponts pour éviter que les voyages se fassent. Et donc voilà, vous avez mince, qu'est-ce que je dis ? Oui, voilà, groupe extrémiste, des sabotages, explosions, et enfin la peur. On instaure la peur. Et ça, justement, on veut très clairement le faire avec les Allemands. C'est-à-dire qu'on veut leur dire, en gros, faites gaffe. C'est-à-dire que vous nous avez sous-estimés, mais en fait, il faut que vous vous mettiez dans l'idée que nous sommes partout. Partout où vous irez, on est là. Et voilà, c'est pour ça que j'insiste bien. Attention, je fais pas d'amalgame entre les Daesh et les résistances. Les deux sont des terroristes, mais voilà, mais ils ne s'attaquent pas aux mêmes gens. Ce n'est pas du tout à la même époque. Donc voilà, c'est à ce moment-là qu'il faut se séparer. Mais bref. Donc voilà ce que fait la résistance. Donc elle incite justement à aller à l'encontre du gouvernement, à résister à l'oppression allemande et française, et à construire, à déblayer le terrain pour l'armée de De Gaulle. Alors, je vous ai mis un petit point culture, justement, avec la lettre V. Alors, la lettre V, donc, comme je vous l'ai dit, en Belgique ou en France, ce signe désigne deux choses. En Belgique, alors il faut savoir, en Belgique, il y a deux langues. Hein. Vous avez le néerlandais, donc avec les Pays-Bas, et vous avez le flamand, pardon, le flamand. Flamand, donc c'est la partie nord de la Belgique, et au sud, ils parlent français. Enfin, le belge, une belge qui se rapproche du français. Et alors que le flamand, lui, se rapproche plus de l'allemand. Mais les deux langues sont en Belgique, c'est pour ça que parfois ça se frite un petit peu. Et là, pour le coup, en flamand, donc le V symbolise la liberté. Donc c'est un mot, voilà, j'ai perdu le mot. Mais ce que vous devez retenir, c'est que voilà, ce mot signifie la liberté en belge, en flamand. Alors qu'en France, il symbolise la victoire. Bon, vous allez me dire, liberté, victoire, voilà. Il y a des similitudes. Et justement, durant le régime de Vichy, les Français, comme les Belges aussi, vont dessiner, vont taguer des V un petit peu de partout. Sur des affiches, sur des murs, etc., etc. C'est un symbole, justement, ce V,
pour montrer que la résistance est là et qu'elle est là partout. Parce que on rejoint un peu ce que je vous avais dit avec la peur, c'est-à-dire on fait des V de partout pour dire aux Allemands, ah, vous voyez, on est là aussi, on est là-haut, on est en bas, on est partout. Oui, voilà, ils veulent faire vraiment peur aux Allemands et aussi montrer aux gens que voilà, on est avec vous, on est là. Peut-être que voilà, ça se voit peut-être pas, on est peut-être caché, on attend peut-être, mais on est là. Donc ayez de l'espoir au gouvernement français. Alors aussi, je vous ai mis une petite référence à un film, donc V pour Vendetta. Un film que je vous conseille très fortement, il est excellent, avec notamment Nathalie Portman. Et en fait, il reprend bien le symbolisme du V dans un contexte d'une dictature. C'est-à-dire, ce film se passe dans une dictature qui va aller, comment dire, une dictature de la sécurité. C'est-à-dire, ils sont prêts à enfermer tout le monde par sécurité. Non, ce n'est pas ce que fait le gouvernement en ce moment. Voilà, là c'est pour notre sécurité, mais c'est pour notre bien et pour le bien de la population. Là, dans cette dictature, ils enferment les gens. Voilà, ils les enferment de manière obligatoire avec l'oppression. Donc voilà, donc je vous le conseille, V pour Vendetta. Bon, je vous conseille de le regarder en VOSTF, en version sous-titrée, mais bon, voilà, regardez en VF au pire. Bref. Thème 3, la construction d'une instance politique. Alors, pour ce faire, nous allons travailler sur quelques documents. Alors, dans ce thème 3, la construction d'une instance politique, nous allons voir plusieurs choses. Tout d'abord, comment la résistance parvient-elle à se construire de l'intérieur? Alors pour ce faire, justement, on va voir plusieurs documents. Donc, le premier, la composition du Conseil national de la résistance, SNR. Alors, comme on peut le voir tout en haut, président Jean Moulin jusqu'au 21 juin 1943, bureau politique, 5 membres, assemblée plénière, un représentant par structure, le mouvement de résistance, blablabla, etc., etc. À la suite de cela, justement, vous avez aussi un texte donc, sur l'unification de la résistance. Alors, je vais vous le lire. Ce n'est pas sans difficulté que je suis parvenu à constituer et à réunir le Conseil de la résistance. Difficultés de principe, difficultés de personnes, difficultés matérielles, etc. Après une série de discussions où je me suis attaché à démontrer l'intérêt que représentait à l'intérieur et plus encore à l'extérieur l'intégration dans la résistance des éléments sains des anciennes formations politiques et syndicales, j'ai obtenu finalement l'adhésion des 8 mouvements coordonnés sous la réserve que ces derniers resteraient l'organe d'exécution du Conseil. Ils ont des bons points, parce que vous avez vu là, la longueur de la phrase, c'est terrible. Bref, Jean Moulin, rapport au général de Gaulle du 4 juin 1943. Donc voilà pour ces deux documents, et justement ils vont vous aider donc à répondre à la question. Attendez, oui. Attendez. Alors, je viens de réfléchir et à l'instant, je vous mettrai aussi le document suivant, donc le petit texte suivant. Le représentant du général de Gaulle. Le chef de la France libre demande à Jean Moulin de revenir en France et dans la clandestinité d'unifier la résistance. Le Conseil de la résistance assurera la représentation des groupements de la résistance, des formations politiques résistantes et des syndicats d'ouvriers résistants, qui acceptent que leur rassemblement s'effectue autour des principes suivants. Contre les Allemands, leurs alliés et leurs complices, par tous les moyens et particulièrement les armes à la main. Contre toutes les dictatures et notamment celle de Vichy, quel que soit le visage dont elles se parent. Pour la liberté,
avec De Gaulle dans le combat qu'il mène pour libérer le territoire et redonner la parole au peuple français. Le Conseil de la Résistance forme l'embryon d'une représentation nationale réduite, conseil politique du général de Gaulle à son arrivée en France. Ordre de mission de Jean Moulin, extrait par Charles de Gaulle, mars 1943. Alors, je vous laisse réfléchir avec les 3 documents que vous avez sous les yeux. Donc, comment la résistance parvient-elle à se construire de l'intérieur ? Alors, vous pouvez écrire. Tout d'abord, Jean Moulin est le lien entre le gouvernement provisoire du général de Gaulle et la résistance. Virgule. Il consolide cette résistance pour qu'elle soit le plus efficace possible. Point. Il crée une véritable organisation appelée Conseil national de la résistance, CNR. Donc ça, c'est vraiment le truc à connaître. Résistance, point. Une institution divisée en plusieurs branches dans un élan démocratique. Point. Il la structure par la radio, virgule, la presse, et parvient à lier tous les membres de la résistance. Point. Donc, membres de la résistance, j'entends les groupes, les syndicats, les partis politiques comme les partis communistes, etc. Ensuite, il s'agit pour Jean Moulin de créer un pont fictif entre la France et l'Angleterre pour approvisionner la résistance intérieure de la France. Point. Final. Alors voilà ce que c'est Jean Moulin. Justement, Jean Moulin, c'est un type qui va, comme on l'a vu, faire des petits séjours, un coup en Angleterre, un coup en France, je reviens en Angleterre, je retourne en France, et il va faire un petit peu ces mouvements de va-et-vient, justement, pour vraiment consolider les liens entre l'Angleterre et la France. Et pouvoir ainsi créer justement quelque chose d'assez solide, d'assez costaud. Donc pour ça, il va créer, comme on le voit, une institution, donc le Conseil national de la résistance. Et vous voyez quand même, c'est très hiérarchisé. Vous avez tout en haut le président, ensuite vous avez le bureau politique, l'assemblée plénière. Assemblée plénière, c'est quand il y a tout le monde de réuni. Et en dessous, donc voilà, tous les partis politiques, etc. Donc vous voyez quand même, c'est assez démocratique. C'est-à-dire, voilà, c'est tout le monde a le droit à la parole, etc. Et voilà, et vous voyez quand même que chacun a son rôle. C'est vraiment très organisé. Comme je vous l'ai dit, justement, il veut créer quelque chose de vraiment solide. Il veut pas un petit truc, voilà, ouais, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça. Non, il veut vraiment créer une institution, créer quelque chose de solide. Et avec donc pour but, voilà, de lutter contre l'Allemagne, etc., etc. Et de venir en aide du coup à la population, justement. Venir en aide à la population française. Comme je vous l'ai mis, avec approvisionner la résistance intérieure de la France. Parce que, justement, ça on va le voir dans la deuxième question, comment se construit-elle comment se construit la résistance de l'extérieur? Alors pour cela, on va utiliser justement les documents précédents et aussi le document iconographique avec le petit texte. Donc des parachutages en aide à la résistance. Pour mener leur action, les résistants dépendent largement du soutien matériel et financier des Anglais. Cette contrainte contribue à la réussite de la mission de Jean Moulin. Alors, donc je vous laisse réfléchir, comment elle se construit. Vous pouvez écrire. Charles de Gaulle dirige la résistance à l'échelle du monde avec les Alliés, l'Angleterre,
virgule, les colonies, virgule, etc. Jean Moulin, quant à lui, travaille à une échelle nationale. Point. Cela permet notamment l'acheminement de provisions, virgule, matériel, virgule, 3 petits points, de l'Angleterre jusqu'en France pour aider les populations, comme on l'a vu précédemment. Point. Cette entraide avec les pays frontaliers, donc frontalier, c'est-à-dire qui touche la frontière, bon l'Angleterre ça touche mais vient à la mer, mais bon c'est un pays frontalier, va permettre également aux Juifs de traverser la frontière pour vivre une vie plus paisible, en paix. Point final. Donc voilà, vous avez Charles de Gaulle, lui, il s'occupe de tout ce qui est mondial. C'est-à-dire, comme je vous en avais parlé, avec le FFL, donc les forces à l'étranger, justement les colonies, etc. Lui, Charles de Gaulle, il s'occupe vraiment de tout ce qui est mondial, avec les alliances, avec les différents pays, etc. Jean Moulin, lui, va vraiment s'occuper sur du local. C'est-à-dire qu'il va faire France-Angleterre. Vous voyez, Charles de Gaulle entier, c'est lui qui dirige vraiment le CNR. Et ensuite, vous avez Jean Moulin, lui qui le dirige en France. Et vous voyez quand même, c'est bien hiérarchisé, tout le monde a son petit boulot à chaque étape, etc. Et cela permet justement donc que l'Angleterre puisse amener des provisions, puisse amener aussi du matériel, du financement pour la résistance. Parce que forcément, elle n'allait pas se construire sur rien. Il lui fallait du matériel, notamment pour les radios, etc., pour la BBC, pour pouvoir transmettre, etc., etc. Et notamment aussi pour les Juifs. Les Juifs de pouvoir passer les frontières. Alors là, vous avez moult films justement sur cette situation. Donc, vous avez Monsieur Batignolles avec... mince, j'ai perdu son nom. Gérard Jugnot. Avec Gérard Jugnot, très beau film. Bon, par contre, vous aurez besoin de mouchoir parce qu'il fait chialer à mourir, mais bon, c'est terrible. Alors, après aussi, il y a un film que je voulais vous montrer qui allait sortir en mars, c'est Résistance. Mais bon, comme vous le savez, sûrement, d'ailleurs Macron l'a annoncé tout à l'heure, enfin hier, quelle heure? 3 heures. Oui, oui, donc hier. Donc oui, les cinémas sont fermés jusqu'en juillet, enfin voilà. Donc on n'est pas prêt de retourner au cinéma. Après, je sais pas si le film va être diffusé sur Netflix ou des choses comme ça, voilà, pour éviter de trop patienter. Mais il est intéressant parce qu'en fait, il fait référence à Marcel Marceau. Alors, c'est qui Marcel Marceau? Marcel Marceau, en fait, c'est un étranger, justement, qui est venu en France et qui va aider des orphelins juifs à traverser la frontière avec la Suisse. Et justement, en fait, il a sauvé près d'1 million ou même plus d'enfants juifs. C'est vraiment le héros voilà, de cette résistance, entre autres. Et c'était surtout, en fait, il avait surtout comme fonction de divertir les enfants. C'est-à-dire, c'était un mime, et il arrivait vraiment à les faire rire, et à les faire sortir de ce quotidien complètement taré. Donc, je vous conseille, alors, non, je vous conseille pas, je vous dis d'ailleurs, c'est un ordre, d'aller voir le reportage que je vous ai mis, donc voilà, je vous ai mis l'URL en dessous. Donc allez voir ce petit reportage, ça dure 7 minutes, c'est pas long, voilà, sur Marcel Marceau. Vous pouvez l'utiliser pour votre CCF ou pour les bacs pro en tant qu'exposé. Voilà. Et voilà. Oui, je crois que j'ai tout dit. Oui. Est-ce que j'ai fini? Oui, oui, on en a fini. Donc la suite va arriver cette semaine. Oui, je vais être beaucoup plus productif cette semaine. Elle arrivera
On est quel jour aujourd'hui? On est mardi? Ah non, on est lundi ou mercredi? Je m'y perds. Jeudi, vendredi, ça arrivera, la suite. Et le dernier chapitre qui concernera en fait tout ce qui va suivre après la liberté. Donc, la France est libérée, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et qu'est-ce qui va se passer après. Mais ça, ce sera pour un nouvel épisode. D'ici là, j'espère que vous allez bien sûr, et que vous allez toujours aller bien. Et bien sûr, oui, dernière chose aussi, vous l'avez peut-être vu sur Instagram, j'ai mis, et sur mon Facebook aussi pour celles qui l'ont, j'ai mis des images avec un atelier d'écriture. Atelier d'écriture, donc vous pouvez voir, il y a différents textes, etc. que vous pouvez faire, que vous pouvez écrire. Et si vous le souhaitez, alors attention, ce n'est pas obligatoire, c'est du facultatif, vraiment optionnel. Si vous voulez, vous pouvez m'envoyer des textes que vous avez écrits. Voilà, mais écrivez par passion, hein, pas, obligez-vous pas à écrire des trucs. Hein. Donc vous pouvez écrire tout ce que vous voulez, enfin ce que vous voulez. Après je verrai, ça pourra faire des petits points bonus pour certaines. Voilà, si vous m'envoyez, si je trouve le texte bien, tout ça. Voilà, ça peut faire des petits points bonus comme ça. Mais voilà, mais c'est optionnel. Si vous ne faites pas, c'est pas grave. Hein. Mais c'est juste histoire, je me suis dit, si jamais vous avez envie de vous dégourdir la tête, à défaut des pieds, voilà, de faire des petits trucs sympas. Enfin, voilà, vous pouvez faire de la photographie par rapport au sujet que je vous ai donné. Vous pouvez faire de la photographie, vous pouvez faire des courts-métrages. Bon, bien sûr, je m'attends pas à du Spielberg, mais voilà, vous pouvez faire des choses pas mal. Voilà, ou tout simplement des textes, des poèmes, etc. Voilà, éclatez-vous, enfin, voilà, c'est un petit truc pour occuper. Et en deuxième temps, je vous ai mis aussi une liste de films. Alors pareil, je ne vous oblige pas à les regarder, mais je vous les conseille. Et d'ailleurs, pour vous, les premières, je vous conseille assez fortement de les regarder parce qu'ils vous serviront l'année prochaine, notamment en français. Alors, bon, vous aurez des textes, des livres, des choses comme ça. Mais moi, je donne beaucoup de films. Parce que les films, et d'un, vous les retenez bien, et de deux, c'est plus court à voir. Donc bon. Donc c'est pour ça, regardez bien les films, les séries aussi, notamment par exemple Westworld, je vous la conseille. Elle est très bien. Bon, elle est vraiment carabinée en termes de réflexion, mais elle est super bien. Notamment par rapport aux robots, dont on avait longuement parlé. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc sur ce, portez-vous bien, restez positifs surtout, et on se retrouve pour un prochain épisode dans jeudi ou vendredi. Bonne journée.